Bienvenue à ce troisième rendez-vous de l'inclusion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Chassan, chef d'établissement au collège, Madame Amélie de Lucigny, directrice adjointe et personne ressource pour l'école inclusive au collège, Madame Fatima Bourokba, enseignante référente de scolarisation de secteur, Madame Marion Laval, enseignante spécialisée premier degré pour l'école primaire, Madame Alexandra Lapez, parent d'élèves. Vous cinq, vous venez de l'établissement Saint-Joseph, maison Don Bosco, donc une maison salésienne à Asnières-sur-Seine, dans le 92. Et vous allez nous aider à réfléchir sur la collaboration école-famille. Ce webinaire va se dérouler en 2 temps, 35 minutes de présentation, puis 20 minutes d'échange, durant lesquelles vos questions écrites seront relayées. N'hésitez pas à les poser à tout moment via l'onglet QR. Elles seront regroupées et transmises à nos intervenantes en fin de présentation. Ne peuvent être traitées les questions spécifiques liées au dossier de votre enfant et en raison du grand nombre de participants, vos micros et caméras ont été désactivés. Le webinaire est enregistré, le replay ainsi que la présentation PowerPoint qui seront disponibles sur le site appel.fr et le lien vous sera envoyé à l'ensemble des inscrits. Je vous souhaite un bon rendez-vous de l'inclusion et mesdames, je vous laisse la parole. Donc, je désirais vous remercier et remercier tout particulièrement l'Appel national pour son invitation sur ce sujet qui est un sujet essentiel au niveau de l'éducation. Comme vous le disiez, je suis chef d'établissement du second degré, mais bien sûr, j'associe tous les chefs d'établissement, premier, second degré et post-bac, à cette présentation, puisque le rôle du chef d'établissement au niveau de l'école inclusive est bien sûr transversal à tous les niveaux dès le moment où le jeune est scolarisé. Le rappel essentiel, c'est que ce sont bien les parents, les familles, qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et ça, c'est un rappel qui est toujours essentiel parce que nous sommes là, en équipe, avec une délégation finalement des familles pour accompagner d'abord les jeunes et accompagner les familles quand cela est nécessaire. Avec l'entrée dans le système scolaire, un travail d'équipe s'impose et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir accepté que chaque personne qui fait partie de l'équipe qui va entourer le jeune dans cet accompagnement d'école inclusive soit représentée aujourd'hui de façon incarnée véritablement et qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui puisse parler de l'équipe de l'inclusion autour du jeune. Le rôle du chef d'établissement, donc qu'il soit du premier, du second degré ou en post-bac, la première chose, c'est bien évidemment tout d'abord garantir la mise en œuvre du projet pédagogique de l'établissement. Alors nous avons l'habitude dans l'enseignement catholique de parler davantage du projet éducatif de l'établissement. Puisque si nous sommes des établissements catholiques associés à l'État par contrat, il est clair et net que nous avons aussi une dimension particulière éducative. Nous croyons en l'éducation de la personne dans sa globalité. Donc le projet pédagogique est une partie du projet éducatif qui nous porte. Et dans ce projet pédagogique, nous rejoignons bien évidemment les textes réglementaires,
puisqu'en étant associé à l'État par contrat, il ne s'agit pas simplement de suivre les exigences des programmes de l'éducation nationale, mais il s'agit, au-delà des programmes, de suivre les textes. Et vous le savez comme moi, l'école inclusive, c'est un des axes absolument essentiels de l'école. C'est, comme nous le verrons peut-être, et ça sera développé par d'autres membres donc, de l'équipe, c'est un axe fort de santé mentale et en même temps, c'est un axe fort de ce en quoi nous croyons tous, que nous soyons établissement catholique d'enseignement, que nous soyons établissement privé ou que nous soyons établissement public, nous croyons à l'inclusion parce que nous pensons que cette mixité des rencontres est essentielle dans le projet que nous avons avec les familles pour l'accompagnement de leurs enfants. Donc c'est un défi majeur. Donc le chef d'établissement, pour en revenir à son rôle, garantit la mise en œuvre du projet pédagogique et du projet éducatif. Il assure la mise en œuvre de tous les projets individualisés et donc les intervenantes qui viendront ensuite reprendront point par point ces différents projets personnalisés, individualisés, qui sont essentiels et qui quelquefois sont complexes et qui ont besoin peut-être d'être définis de façon régulière auprès des familles et du jeune. Et puis, comme je vous le disais, qui répondent bien sûr aux textes réglementaires. Donc, l'essentiel, c'est que chacun soit à sa place dans la mission que nous allons vous présenter, qui est représentative de la mission donc des équipes qui accompagnent les familles et les jeunes, pour faire en sorte justement de communiquer en confiance et d'établir une confiance. Parce que vous le savez, si le jeune et si les familles ont confiance dans les membres des équipes, il y a déjà la moitié du travail d'accompagnement et de conseil qui est mis en place. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'école inclusive, c'est un défi majeur pour l'école. Dans l'école inclusive, il y a donc l'inclusion et il y a surtout cette ouverture à tous et cet accueil de tous. Dans les principes et les valeurs de l'enseignement catholique, c'est la base de ce en quoi nous croyons et c'est là où nous nous rencontrons avec l'école de la République, c'est-à-dire ces valeurs d'accueil, d'ouverture à tous et d'accompagnement de chacun dans l'école et cette chose qui est pour nous essentielle et qui est un défi majeur parce que, bien évidemment, être en capacité de nous adapter à chaque jeune et à chaque besoin est un défi non seulement pour les équipes pédagogiques, mais c'est aussi un défi pour les équipes notamment de vie scolaire. C'est un projet de santé publique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ça je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue. Et vous le voyez, depuis quelques années, enfin, la santé mentale est reconnue comme un des axes majeurs de la santé publique. Et nous y travaillons dans l'enseignement catholique depuis tant d'années, mais cela fait très peu de temps que c'est porté à la connaissance de tous. Donc nous sommes au carrefour des attentes des familles et des élèves à besoins éducatifs particuliers, mais aussi des attentes des familles et des élèves qui ne sont peut-être pas à besoins éducatifs particuliers, mais qui constituent le fond de tous les élèves que nous recevons. Et c'est pour ça que nous insistons tout particulièrement sur le fait que la mixité des jeunes profite à tous et que dans cette mixité, justement, il n'y a pas de stigmatisation, mais il y a la possibilité pour chacun d'être accueilli et d'être amené non pas simplement à sa réussite, parce que la réussite, très souvent, c'est un écho qui peut être purement scolaire ou purement professionnel, mais nous parlons d'amener chaque élève à son excellence et surtout à sa capacité de vivre dans un sentiment, on va dire, de sécurité par rapport à lui-même et par rapport aux autres. Pour parler de notre institution, à Saint-Joseph, le charisme de base de cette institution est, bien sûr, comme dans l'enseignement catholique, d'accueillir tous les élèves. Mais depuis des années,
c'est de s'ouvrir à des jeunes qui sont justement à besoins particuliers. Donc vous le voyez, dans notre institution, dès la maternelle, nous accueillons en moyenne 25% donc, de la totalité de nos effectifs répartis dans les différentes classes, de façon d'ailleurs harmonieuse. Et je remercie tous les directeurs adjoints qui nous accompagnent dans cette mission, aussi bien au niveau du premier degré que du second degré, et qui font qu'il n'y a pas de stigmatisation, comme je vous le disais. En revanche, il y a une éducation à reconnaître l'autre dans sa différence, dans ses particularités, et à faire aussi en sorte qu'il y ait la création d'une entraide qui est une entraide véritable entre les élèves et aussi une confiance entre les élèves et avec les adultes. Donc, nous avons formé l'ensemble de nos équipes, aussi bien les équipes pédagogiques que les équipes de vie scolaire et tous ceux qui faisaient partie des autres équipes de notre institution, que ce soit l'équipe d'administration ou autre, à la recherche et aux avancées, notamment dans les neurosciences. Et nous avons insisté sur tout ce qui était de l'ordre du cognitif. Donc ça aussi, ça permet, comment dire, d'être dans la lecture, chacun à notre place, hein, puisque bien sûr, il y a la place de tous les paramédicaux, des médicaux et des personnes ressources ou des enseignants référents ou spécialisés, mais de faire en sorte qu'il y ait une culture commune qui soit amenée à l'ensemble de l'équipe, que nous essayons bien sûr aussi de transmettre aux familles et aux jeunes pour que nous puissions, à un moment donné, pour nous faire confiance, parler le même langage. Je me présente, je suis Fatima Bourokba, je suis enseignante référente sur le secteur du Collège Saint-Joseph et de l'école primaire aussi. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai la joie de travailler avec les équipes du premier et second degré de Saint-Joseph. Alors, je vais vous présenter rapidement, dans les grandes lignes, les rôles de l'enseignant référent. Donc, l'enseignant référent a pour fonction première de veiller à la mise en œuvre du projet personnalisé de l'enfant qui a été reconnu en situation de handicap par la MDPH dans l'établissement où il se trouve. Donc, ça peut être plusieurs modes d'adaptation, que ce soit que purement pédagogique, ça peut être des adaptations aussi de mobilier, etc. Donc là, le rôle premier de l'enseignant référent va être d'organiser des équipes de suivi de scolarisation. Il en organise en général une par an par élève. Lors de cette réunion, il va y avoir la présence de la famille, de l'équipe pédagogique, de l'enseignant référent bien sûr, et aussi de tous les professionnels qui travaillent avec l'enfant, que ce soit des professionnels médicaux ou paramédicaux. Souvent, il peut y avoir aussi des structures style CMP et CESAD. Lors de cette réunion, on va évaluer à l'instant T les besoins de l'élève, voir si les adaptations qui avaient déjà été décidées sont toujours d'actualité et réfléchir à soit les changer quand les besoins ont évolué ou parfois on arrive aussi à se dire qu'on arrive en fin de parcours et que l'élève va pouvoir continuer une scolarité sans adaptation. Donc, à la suite des ESS, il y a une grille d'évaluation des besoins qui est renseignée. Donc, c'est un document qu'on appelle le sigle et le GEVASCO. Donc, dans ce document est renseigné toutes les compétences de l'élève, avec tous les points d'appui, donc toutes les réussites de l'élève et aussi les difficultés. Et on note aussi ce qui est mis en œuvre sur le terrain par les enseignants, par la personne qui va accompagner l'élève quand il y a quelqu'un qui a été nommé pour pouvoir accompagner l'élève. Et ce document sert ensuite, j'y reviendrai tout à l'heure, énormément au dossier
remplir pour pouvoir faire des demandes auprès de la MDPH. Et donc, pour pouvoir mener tout cela à bien, l'enseignant référent a aussi ce rôle de lien entre toutes les entités qui vont travailler autour de l'élève, donc la famille, l'école, la MDPH et aussi tous les partenaires médicaux et paramédicaux. Donc un autre rôle de l'enseignant, qui est assez important et qui prend beaucoup de temps, ça va être d'accompagner les familles dans ce parcours qui est assez complexe, qui peut l'être, et notamment toute la partie administrative qui est assez lourde. Voilà, moi j'ai pour habitude d'accompagner les familles dans la constitution des dossiers, de conseiller sur les documents fournir. Donc il y a des documents obligatoires, mais il y a aussi des documents qu'on peut rajouter, comme les bilans des orthophonistes, ergothérapeutes, etc. Donc ça, c'est une grande partie aussi du rôle de l'enseignant référent. Et l'enseignant référent a aussi ce rôle de personne ressource, tant auprès de l'équipe pédagogique qui peut parfois avoir besoin d'échanger sur des adaptations ou sur des informations quant à certains troubles ou certaines pathologies. Et puis aussi, personnes ressources du côté des familles qui sont ici parfois un peu perdues parmi tous les méandres administratifs pour lesquels ils doivent passer pour pouvoir obtenir les adaptations et les compensations nécessaires à la continuité du parcours de leur enfant. Et un autre point qui est assez important, c'est que l'enseignant référent, en étant un peu cette personne un peu pivot parmi toutes les entités autour de l'élève, peut permettre la continuité du parcours scolaire de l'élève, en transmettant les informations quand l'élève change d'école ou quand il déménage, ou quand il arrive en fin de parcours, qu'il est en CM2, qu'il va passer au collège, quand il est au collège et qu'il va passer au lycée. Donc c'est l'enseignant référent qui s'occupe de faire cette transmission avec les équipes qui vont prendre le relais par la suite. Et voilà, donc en général, l'enseignant référent est assez facilement, on peut le contacter assez facilement. Le collège ou l'école ont les coordonnées. Juste une petite précision, l'enseignant référent ne peut intervenir qu'à partir du moment où la MDPH a notifié une compensation. Voilà. Merci. Donc moi, je suis Amélie de Lucigny et je vais intervenir là en tant que personne ressource du second degré auprès de la direction diocésaine du 92, en commençant par un petit rappel sur les différents dispositifs dont peuvent bénéficier nos élèves. Donc Madame Bourogba vient de vous parler essentiellement du PPS qui nécessite que la situation de handicap ait été reconnue par la MDPH. Et il y a 3 autres grands types d'accompagnement personnalisé qui peuvent être mis en place. Le PPRE, programme personnalisé de réussite éducative, et qui permet de travailler sur l'acquisition d'une compétence et qui est liée à une difficulté d'ordre plutôt passagère comme toutes les difficultés. Après, il y a le PAP pour les enfants qui relèvent d'un trouble des apprentissages et donc d'une difficulté durable au niveau scolaire. Et puis le PAI pour toute pathologie physique ou problématiques de santé mentale qui peuvent aussi nécessiter des aménagements de la scolarité. Donc, on en reparlera après. Pardon, alors, le rôle de la personne ressource école inclusive, déjà, c'est d'être missionné par le chef d'établissement auprès de la direction diocésaine de l'enseignement catholique concerné. Donc, en ce qui nous concerne, c'est celle des Hauts-de-Seine. Et on a la chance d'être réunis régulièrement, toutes les personnes ressources
second degré du 92, parfois également avec les enseignants spécialisés du premier degré. La direction de Cézanne organise des réunions et des sessions de formation spécialisées. Donc, on est formé comme ça tout au long de l'année et ça nous permet aussi d'échanger sur les bonnes pratiques de nos établissements. Un autre rôle important de la personne aux ressources, c'est de coordonner les actions sur le terrain pour assurer aussi la mise en place des dispositifs par délégation du chef d'établissement. Évidemment, en cas de difficulté, la remontée se fait toujours au chef d'établissement qui, comme vous le disiez, Madame Chassan tout à l'heure, est le garant de la mise en place de cet accompagnement. La coordination, elle consiste évidemment en premier lieu à relayer aux équipes pédagogiques et éducatives les besoins des élèves concernés. Et ça peut se faire par le biais de réunions en équipe pluridisciplinaire selon les dispositifs. Donc, Madame Bourogba vous expliquait comment fonctionnait une équipe de suivi de scolarisation. Pour les PPRE, les PAP et donc les équipes de suivi de scolarisation, il y a également des réunions. Ce qui est essentiel, c'est que ce soit en équipe pluridisciplinaire avec au centre le jeune et sa famille. Donc, je vais vous parler un peu plus dans le détail de l'équipe pluridisciplinaire qui réunit évidemment l'équipe pédagogique, les professionnels qui suivent l'élève, que ce soit des médecins ou des professions paramédicales, la famille et le jeune. Alors, c'est vrai qu'en sixième, parfois le jeune peut être un peu impressionné et ne pas souhaiter participer à ces réunions. Et pourtant, c'est important qu'il soit là, car on parle de lui et il est important d'en parler devant lui et avec lui pour l'associer et pour le rendre actif dans l'accompagnement qui lui est proposé. Il est le premier concerné et il a évidemment plein de choses à remonter aux équipes qui le suivent au quotidien. L'objectif de ces réunions, c'est d'évaluer les progrès, d'être dans l'échange et la communication avec les familles, de pouvoir faire un retour sur les observations faites en classe, d'entendre aussi le retour de la famille sur les difficultés éventuelles qu'ils peuvent observer à la maison, dans un objectif qui est de réajuster les aménagements et les adaptations nécessaires pour accompagner au mieux le jeune. Alors, je vais passer à la slide d'après, je reviendrai peut-être. Je voulais faire une petite précision qui est importante. C'est dans le cadre des dispositifs et c'est pour ça que c'est important d'échanger régulièrement entre la famille et l'établissement. C'est que ces dispositifs, ils couvrent plusieurs choses et il faut vraiment pouvoir faire la distinction entre les adaptations qui peuvent être mises en place en classe, les aménagements pédagogiques dans le cadre des évaluations qui sont faites en classe. Souvent, ce sont des sujets qui sont aménagés, donc on adapte la quantité ou on adapte même parfois un petit peu ce qui est demandé à l'élève. Et c'est encore différent des aménagements pédagogiques lors des examens comme le diplôme du brevet ou le baccalauréat. Qui peuvent revêtir là aussi différentes formes, mais essentiellement un tiers-temps. Donc, c'est du temps en plus. Et il y a parfois une confusion sur l'ensemble de ces aménagements et adaptations. C'est pour ça que c'est essentiel de maintenir un dialogue constant entre famille et établissement scolaire pour parler le même discours, pour parler de la même chose et instaurer une relation de confiance qui est absolument essentielle. Parfois, même dès l'inscription dans l'établissement scolaire, il ne faut pas hésiter à indiquer si votre enfant a des difficultés, bénéficie peut-être déjà d'un dispositif, parce que ça permet à l'ensemble de l'équipe pédagogique et éducative d'accompagner au mieux l'enfant sans qu'il y ait de rupture et le jeune peut continuer à évoluer vers sa réussite et vers son excellence, comme on le disait tout à l'heure. Accompagner un jeune, c'est vraiment un travail d'équipe qui doit se faire entre tous les membres de la communauté éducative, donc évidemment les équipes pédagogiques, les équipes éducatives, le jeune et ses parents. Voilà, c'est essentiel de travailler ensemble et d'être dans un dialogue de transparence et de confiance. Et je vais passer la parole justement à un parent, Madame Lapez. J'espère que vous m'entendez. Donc effectivement, je suis maman de 3 enfants qui ont été à Saint-Joseph. Et donc effectivement,
Donc j'ai une double de casquette, puisque je fais aussi partie de l'appel, vice-présidente sur la partie collège, en binôme avec Erwan Vezin. Donc oui, le rôle des parents est évidemment primordial dans ce contexte. Pourquoi, comme le disait Madame Chassang, évidemment, les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, mais pas que, puisque l'enfant passe quand même 8 heures de son temps à l'école dans la journée. Donc évidemment, les enseignants arrivent aussi, effectivement, sont complémentaires des parents durant la journée. Et donc le rôle de l'enseignant aussi, c'est de voir l'enfant, de comprendre l'enfant, de l'analyser et pouvoir peut-être remonter des informations ou des alertes. Chaque famille, évidemment, a son vécu. Parfois, certaines familles découvrent des besoins particuliers de leur enfant, n'en ont pas eu besoin avec les autres. Parfois, ce sont des parents qui ont déjà vécu ces besoins particuliers avec leurs aînés, donc sont a priori plus faciles sur la compréhension de la mise en place des protocoles. Et puis d'autres qui eux-mêmes ont vécu, évidemment, les parents eux-mêmes ont vécu ces besoins. Et puis, la troisième chose importante, évidemment, c'est le partenariat, la collaboration. Ça, on l'a dit beaucoup depuis le début de cette intervention. On travaille main dans la main, nous sommes complémentaires et nous travaillons chacun de nous dans l'intérêt de l'enfant pour l'amener à son excellence. Je vais vous parler un petit peu de mon témoignage sur un de mes enfants. Donc moi, j'ai un enfant qui est en 4e aujourd'hui et qui a eu un PPRE mis en place à la fin du 1er degré. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'effectivement, cette mise en place du PPRE, donc c'était une aide sur un besoin spécifique qui semblait temporaire, mais qui n'a pas été temporaire, qui a continué aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui a été mis en place par l'enseignante. C'est quelque chose qu'elle a détecté elle-même, que nous n'avions pas détecté à la maison. Et je trouve que c'est là où on voit que les enseignants sont très bien formés parce qu'arrivent à détecter très rapidement un besoin que l'enfant pourrait avoir pour vraiment l'accompagner, pour qu'il puisse développer une compétence sur laquelle il a peut-être une faiblesse. Donc, il a eu effectivement un PPRE en CM2, qui ensuite a été basculé au collège, mais on va dire dans une fluidité totale, c'est-à-dire que l'enseignante a transmis les informations à la personne ressource qui a mis, elle, en place le PPRE dès la 6e et qui a informé effectivement l'équipe éducative que cet enfant avait effectivement un PPRE. Depuis l'an dernier, les enseignants toujours nous ont alertés sur le fait qu'il y aurait peut-être un trouble en plus par rapport à ce PPRE. Donc, des bilans ont été faits effectivement pour atterrir évidemment à la mise en place d'un PAP pour un enfant qui a un trouble de l'attention qui rentre dans ce cadre-là. Donc effectivement, il y a une très bonne compréhension de l'enseignant parce qu'effectivement, il voit des enfants toute la journée, donc il comprend rapidement ce dont il a besoin. Il y a eu une information qui nous a été remontée sur ce PPRE, puis une alerte pour le PAP, et tout ça s'est fait vraiment en collaboration parce qu'il y a une confiance énorme entre les parents et les enseignants et l'équipe éducative pour cette mise en place. Et Saint-Joseph est quand même reconnu pour avoir un personnel formé, à l'écoute et qui a une communication quand même envers les parents très fluide et je dirais presque pédagogique. Alors sur la partie représentant de l'appel, effectivement, on va dire que mon témoignage est plutôt positif parce que je n'ai pas eu, on va dire, des gros soucis sur la mise en place. C'est plutôt fait en bonne logique et dans l'accompagnement. Mais les parents, effectivement, peuvent rencontrer des problématiques sur cette mise en place. Alors, des problématiques qui peuvent être avec l'enseignant lui-même, c'est-à-dire que l'enseignant peut être réfractaire à la mise en place de ce dispositif. Alors, parfois, par incompréhension du dispositif, ne comprend pas bien pourquoi ce que ça va lui apporter. Aussi, des fois par principe, parce qu'il y a une certaine égalité entre les enfants et ils ont tous le même temps, ils ont tous la même chose à faire. Parfois, les familles comprennent pas bien, parce qu'à la maison, tout se passe bien, ils ne comprennent pas bien qu'à l'école, il a des besoins
spécifiques. Donc effectivement, là, les parents peuvent être dans le doute de ce qui se passe à l'école. Ils peuvent aussi avoir le doute sur de la façon dont c'est mis en place. Donc, qu'est-ce qui est mis en place, par qui, comment, quand. Donc, il y a beaucoup de questions. Et enfin, souvent, ils ont aussi peur, même aussi dans l'approche avec nous, ils ont aussi peur que l'enfant soit un peu mis à part dans la classe, c'est-à-dire que c'est un enfant qui a un dispositif particulier avec un besoin spécifique, et donc, il est différent des autres. Et ça, c'est vraiment à nous, en tant que représentants de parents, de évidemment les rassurer, parce que connaissant bien l'équipe pédagogique et les enseignants, globalement, de les rassurer sur la bonne mise en place et surtout sur le côté bienveillant qui est mis dans la classe. Donc les rassurer sur le fait que non, l'enfant n'est pas du tout stigmatisé. Au contraire, hein, ce que disait Madame Chazan, c'est que les différences entre chacun, il y en a qui n'ont aucun besoin et qui vont tirer la classe, et les enfants qui ont des besoins. Mais les enfants qui ont des besoins vont apporter d'autres choses aux enfants qui sont déjà dans l'excellence. Cette complémentarité apporte évidemment une sorte de bienveillance entre eux, d'entraide entre les enfants. Et au contraire, je crois que ceux qui sont dans l'excellence sont amenés à aider les autres enfants, et je crois que ça leur apporte quelque chose de beaucoup plus en termes de valeur. Donc ça marche vraiment dans les deux sens. Donc voilà, je crois que le dialogue, évidemment, la solution, c'est vraiment le dialogue. Donc c'est vraiment d'aller voir les responsables de l'appel, d'aller voir les enseignants, d'aller voir les personnes ressources, pour vraiment mettre en place un dialogue. Et c'est vrai que c'est dans la pédagogie, dans la communication, que les parents comprendront les bienfaits du dispositif, que évidemment, qu'il sera bien mis en place, qu'il sera suivi, et qu'il y aura toute une continuité au niveau de sa scolarité, et que ça vraiment l'amènera à vraiment développer des compétences qu'il n'aurait pas acquis ou qu'il aurait moins bien acquis sans ces dispositifs. Donc vraiment, c'est une collaboration, c'est vraiment un travail vraiment main dans la main et tout en confiance. Donc, je suis Marion Laval, enseignante spécialisée. J'interviens en dernier et pourtant, Madame Chasson disait lorsqu'on a préparé la réunion, bah, au fait, c'est avec vous que ça commence. Oui. Oui, parce que bah, j'arrive bah, dès l'arrivée des enfants en petite section. Donc, il y a créer des liens déjà. Alors, on va commencer à lire en haut à gauche. Je crée des liens entre l'élève, sa pensée et le savoir. Je crée des liens entre la famille et l'école parce que ce n'est pas facile. Euh, Comme vous le savez tous, nous ne naissons pas parents, nous le devenons. Et l'enfant rêvé, bah, souvent quand il y a des difficultés qui se présentent à l'école, ça ne nous fait pas du bien. Mais donc, il y a des liens à créer, et ça a été déjà dit aussi. Certains parents ont vécu eux-mêmes des scolarités pas si chouettes que ça. Donc, il faut revenir à l'école d'une certaine manière et se sentir légitime, parce que vous l'êtes, parce que vous êtes les parents. Je crée des liens aussi entre les enseignants et les objectifs de l'école inclusive. Ça reste un grand travail, même si depuis 2005, il y a eu la loi handicap et depuis 2013 pour l'école, il y a l'inclusion qui a été mis. C'est une loi, c'est vraiment basé sur des lois. Je crée des liens entre l'école et des partenaires. Je contacte les personnes qui suivent les enfants. J'encourage les familles à les inviter aux équipes pluridisciplinaires dont Amélie parlait tout à l'heure. Et je crée aussi le lien entre le collège et l'école. Le lycée, il n'y a pas de lycée ici, mais ça, c'est plutôt le travail d'Amélie. Donc, les élèves qui quittent le CM2 pour aller en sixième, qui est toujours le cycle 3, bah, il y a un contact entre les enseignants de classe, évidemment, et je vais aussi voir mon homologue
c'est-à-dire Amélie de Lusigny, pour parler plus précisément des élèves à besoins éducatifs euh, particuliers. Donc, donc, ce qui a été dit, je reprends un peu ce qui a été dit, mais dans la collaboration école-parents, parents-école, c'est pas important dans quel ordre on le dit, on peut prendre l'ordre alphabétique ou je sais pas, c'est comme vous voulez. C'est la communication. Euh, Personnellement, la communication, pour moi, la base première, c'est être un interlocuteur valable pour l'autre. Reconnaître l'autre comme interlocuteur valable. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Jacques Lévin. Euh, Être interlocuteur valable, c'est se sentir légitime. Vous l'êtes. Vous avez le droit de ne pas savoir. Vous avez le droit d'interroger les pratiques à l'école. C'est extrême. Et vous avez le droit de vous faire aider. Vous avez le droit de ne pas tout savoir. Et les enseignants aussi d'ailleurs. Parce que nous, on a beaucoup à apprendre de vous. Il y a le parler vrai. Ce n'est pas dire des gros mots ou être dans... C'est juste, je parle, dès que la difficulté d'apprendre paraît, eh ben, c'est lié, c'est un sujet à émotion. Et le mieux, c'est de dire, et là, ça me met mal à l'aise, je suis malheureux de, je découvre que mon enfant présente les mêmes choses que moi, ou je découvre que mon enfant présente des difficultés à l'école, mais personne de la famille avant, etc. C'est ce que disait Amélie d'une part, et Alexandra aussi. Sur plusieurs enfants, bah, ils ne sont pas tous pareils, ce ne sont pas des clones. Parler vrai pour faire circuler la parole, les informations, évidemment, les émotions pour pouvoir, et les émotions en leur place, pour pouvoir faire du travail vrai. Se sentir légitime, oui, de passer par un représentant de l'appel, d'exprimer des doutes, de se poser des questions, de poser des questions, de découvrir l'enfant sous un autre angle. J'avais commencé par dire, on ne naît pas parent, on devient parent. Ce n'est pas, il n'y a pas de métier de parent, c'est-à-dire on n'a pas une formation professionnelle de parent. C'est la vie qui nous apprend ça. Et être parent vous légitime en face des professionnels qui nous avons reçu des formations, des spécialisations, qui nous formons tout au long de notre vie, comme vous dans votre métier aussi. Donc, sentez-vous légitime pour pouvoir parler vrai, pour vous sentir interlocuteur valable. Et il est vrai aussi pour certains enseignants, bah oui, la famille est un interlocuteur valable, spécialiste de l'enfant premier, parce que vous le connaissez depuis longtemps, longtemps, longtemps. Donc, vous devez pouvoir connaître et reconnaître vos droits et ceux des autres, bien sûr. Donc, par exemple, il y a des parents qui disent, ah non, je ne veux pas que ceci ou cela soit fait pour mon enfant, il doit faire tout comme tous les autres. Il n'y a pas que des enseignants qui voudraient que tout le monde fasse la même chose. Ben, ça, c'est révolu. Donc, le devoir de l'enseignant, c'est d'adapter son enseignement, d'en avertir les parents, de formaliser par, comme disait Amélie avait présenté les différents dispositifs, de formaliser par le PPRE, par le PAP, avec Madame Bourokpa pour le PPS dans le document qu'on appelle GEVASCO. Et vous devez connaître aussi absolument la notion du secret partagé. Chaque fois que j'explique ça, j'ai l'impression d'être dans un policier lorsque les policiers expliquent le droit aux personnes. Le secret partagé commence lorsque le secret médical cesse d'exister, c'est-à-dire lorsque vous partagez des bilans paramédicaux à l'école. Euh, on n'a pas le droit d'en parler dans le dîner en ville, ni sur le trottoir, ni avec d'autres personnes. C'est un secret partagé pour bien travailler avec les enfants.
Nous ne pouvons pas vous obliger de passer les bilans. Ce serait toujours très chouette d'avoir des recommandations. Et la dernière très grande importance d'en communiquer, c'est s'ouvrir au possible. OK, mon enfant présente une difficulté, un trouble, un handicap. Il y a des choses on a l'impression que c'est une fin et finalement c'est une autre porte qui s'ouvre. Tout cela, accepter tout cela, c'est un processus très très long et s- on n'a pas le temps pour regarder ça maintenant. Donc, il y a des personnes, j'ai rassemblé des témoignages de collègues enseignantes spécialisées où elles relatent les expériences lors des équipes pluridisciplinaires, que ce soit équipe éducative ou équipe, comment ça s'appelle, des suivis de scolarisation. Chaque fois qu'on entre dans le dialogue, le vrai, avec des interlocuteurs valables, il y a une ouverture. Elle témoigne de un plan à sauter. J'aime beaucoup cette expression. Et j'espère que vous ayez voilà, la coéducation. Les familles, les élèves sont soulagés quand les diagnostics permettent de mettre des mots sur l'origine des difficultés. Non, ce n'est pas éducatif. Il y a autre chose. Enfin, vos enfants naissent avec une couleur des yeux, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et les troubles, quand il y a trouble, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ce n'est pas votre éducation. Les, euh, les équipes éducatives permettent de faire évoluer les choses. Les positionnements des familles, oui, mais aussi les positionnements de l'enseignant. Ah, merci pour tous. Et là, mon temps de parole, visiblement, est terminé. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Je tiens à souligner, comme l'ont rappelé les intervenantes aujourd'hui, l'importance de la collaboration en confiance école-famille et rappeler la conviction première de l'appel, les parents sont les premiers et ultimes éducateurs de leurs enfants. Pour ceux qui souhaiteraient revoir ce webinaire ou le partager, le replay sera disponible sur l'espace grand public du site de l'appel. Donc, n'hésitez pas à le consulter, à le diffuser largement auprès des parents qui pourraient être intéressés par ces informations. Vous y retrouverez aussi le webinaire du mois de septembre consacré aux démarches avec la MDPH et celui d'octobre sur les aménagements scolaires. Je tiens à remercier chaleureusement Madame Sylvie Chassan, Madame Amélie de Lusigny, Madame Fatima Bourogba, Madame Marion Laval et Madame Alexandra Lapez pour votre disponibilité et vos précieux conseils, ainsi que l'équipe des salariés de l'appel national qui a accompagné et soutenu tout au long ce webinaire. Prochain rendez-vous jeudi 11 décembre sur le refus scolaire anxieux. Et je vous souhaite un bel après-midi et à bientôt. Au revoir.